Cela fait des années que le Sénat prône la suppression du verrou de Bercy, un dispositif qui donne au ministère du Budget le monopole en matière de poursuites pénales pour fraude fiscale. En vain, jusqu'au changement de braquet du gouvernement qui vient de donner son feu vert à la proposition de l'Assemblée nationale d'en réduire fortement le périmètre. C'est une avancée qui ne satisfait pas pour autant les sénateurs, comme nous l'explique Aurélien Romano. Le projet de loi contre la fraude fait-il vraiment sauter le verrou de Bercy ? Non, clament 3 sénateurs, socialistes, communistes et centristes. Mais c'est en aucun cas une suppression. Donc c'est un assouplissement qui va rendre automatique la transmission de certains dossiers. Mais on nous parle de 2000 dossiers par an. Or, il y en a 4000 qui sont qualifiés par Bercy, par le ministère des Finances, de graves. Pourquoi pas les 4000 ? Les 3 mots magiques qui forment le verrou à peine d'irrecevabilité, qui étaient au premier alinéa du texte avant et qui sont passés à la 14e ligne. Donc nous sommes dans Belle Marquise, vos beaux yeux d'amour mourir me font. Voilà, c'est une escroquerie pure et simple, c'est bonne nuit les petits, Pimprenel et Nicolas. Le verrou de Bercy réserve le droit exclusif à l'administration fiscale d'exercer ou non des poursuites pénales. Le Sénat planche depuis le mois de juin sur son aménagement. Pour le rapporteur de la Commission des Finances, le maximum légal a été entrepris dans le cadre permis par le Conseil constitutionnel. Là, il y a un seuil mécanique, les fraudes les plus graves vont toutes être transmises au parquet. Et c'est dans le droit fil de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel considère que seules les fraudes les plus graves doivent être transmises. Sinon, ça sera anticonstitutionnel. Le verrou est une chasse gardée, une particularité très française que l'administration fiscale a toujours jalousement préservée, malgré les tentatives des gouvernements successifs. Cette fois, 1500 dossiers, ceux qui portent sur des pénalités supérieures à 100 000 €, seront directement transmis au parquet. Et on ouvre le débat dans Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Nathalie Goulet, bonjour, merci d'être avec nous. Sénatrice centriste de l'Orne, également avec nous Sophie Taillé-Polian, bonjour. Vous êtes sénatrice socialiste du Val-de-Marne. Albéric de Montgolfier est également avec nous, bonjour. Vous êtes le rapporteur général de la Commission des Finances, sénateur LR d'Eure-et-Loir. Et puis j'accueille Marc Bornhauser, bonjour. Vous êtes avocat, spécialiste en droit fiscal, spécialisé dans les questions justement de fiscalité patrimoniale, contentieux fiscal, régularisation fiscale. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Nathalie Goulet, que pensez-vous de ce compromis, si on peut dire, trouvé entre l'Assemblée et le Sénat ? On sait que Gérald Darmanin avait laissé finalement le choix au Parlement de décider la suite qu'il voulait donner au verrou de Bercy. Est-ce qu'il a vraiment laissé le choix ? Il y a une petite avancée, mais c'est une avancée qui valide en fait la jurisprudence de l'administration. On ne peut pas considérer que ce soit une réelle suppression. D'ailleurs, on avait beaucoup discuté, débattu déjà lors de la première lecture au Sénat sur le fait qu'il n'était pas question de transmettre en totalité tous les dossiers aux juridictions qui n'auraient pas pu évidemment les traiter. Donc c'est une toute petite avancée, mais en aucune façon une suppression. Ouais. Sophie Taillé-Polian, pour autant, la situation, le compromis, ça a été salué quand même par des ONG comme Transparency International. C'est un bon moyen, le compromis trouvé, justement, de lutter efficacement contre la fraude fiscale, nous dit-on. Alors, il y a assouplissement du verrou de Bercy, je crois que c'est tout à fait exact, et il faut le dire. Et je pense qu'il y a des initiatives de nombreux parlementaires ces dernières années, la plus récente en date, la proposition de loi de Marie-Pierre de La Gontrie, qui ont fait avancer le débat. Et qui fait qu'aujourd'hui, il y a un recul des tenants du verrou de Bercy. Cependant, il faut quand même bien avoir à l'esprit que la transmission automatique d'un certain nombre de dossiers ne concernera pas tous les dossiers les plus graves. Tous les dossiers, personne ne le demande, mais tous les dossiers les plus graves. Donc, il y a encore à avancer pour que vraiment on puisse considérer que ce fameux verrou de Bercy soit levé. Au contraire, vous, Albéric de Montgolfier, vous êtes plutôt satisfait par ce compromis ? Moi, je considère l'analyse est tout à fait différente, que le verrou est supprimé. Qu'est-ce que c'est finalement le verrou ? C'est la possibilité qu'est laissée à l'administration de faire le choix entre les dossiers qu'elle conserve, qui ne sont pas pour autant classés, qui font l'objet de poursuites sur le plan fiscal, et les dossiers qu'elle transmet au parquet, qui est toujours, en droit français, libre ou non de poursuivre. Et là où on considère qu'il n'y a plus de verrou, c'est que l'administration, dès lors que les critères légaux sont respectés, dès lors qu'on est au-delà d'un certain seuil, c'est-à-dire les cas de fraude fiscale les plus graves, l'administration n'a plus la possibilité de faire le tri
et est obligé de transmettre les cas de fraude les plus graves, c'est-à-dire 80% de pénalité et 100 000 euros, c'est le cas général. Là, en cas de récidive, en quelque sorte, de réitération, c'est même 40%. Donc il n'y a plus de verrou, puisque l'administration, contrairement à ce qui se passait jusqu'à maintenant, n'a pas la possibilité de faire le tri en disant ce dossier, je l'envoie à la commission des infractions fiscales, ou au contraire, ce dossier, je ne l'envoie pas. Voilà, pour ce cas, il n'y a plus, à mon sens, de verrou. Alors, que dit l'avocat fiscaliste présent sur ce plateau? Alors, l'avocat fiscaliste est surtout président de l'Institut des avocats conseils fiscaux. C'est surtout en cette qualité que je me présente devant vous. Ça paraît contre-intuitif, mais nous, les avocats fiscalistes, nous étions pour le maintien du verrou de Bercy comme préalable tant qu'une loi qui remettrait à plat toutes les procédures fiscales au pénal n'aurait pas été adoptée. Car il faut savoir que notre système de dualité de juridiction entre les juridictions administratives qui contrôlent les lourdes pénalités et amendes qu'impose l'administration et les juridictions pénales qui rajoutent des peines de prison et des amendes ne fonctionne pas bien. Le Conseil constitutionnel a fait des réserves d'interprétation, a maintenu les droits de la défense, mais une réforme est nécessaire et pour nous, cette histoire de verrou est surtout une occasion manquée de la faire, cette réforme. Comment réagissez-vous, Nathalie Goulet? Mais je voudrais dire que les trois mots magiques que le Sénat avait déjà supprimés à plusieurs reprises, notamment sous l'impulsion d'Éric Bocquet, il y a déjà plusieurs années, le Sénat avait supprimé 3 fois le verrou que l'Assemblée avait remis. C'est sous peine d'irrecevabilité. C'est ça qui conduit finalement l'espèce de monopole de l'administration. Et ce sous peine d'irrecevabilité demeure dans le texte que la commission mixte paritaire a adopté et que nous allons adopter dans quelques jours. Il a simplement changé de place. Donc si vous lisez le texte, vous voyez que sous peine d'irrecevabilité, les plaintes tendant à l'application de sanctions pénales en fonction d'impôts indirects, taxes valeur ajoutée, autres taxes, chiffre d'affaires, droits d'enregistrement, etc., demeure. Donc, en fait, il y a des critères qui se sont assouplis, évidemment, mais pas complètement. Sophie Taillé-Polian et ensuite Albéric de Montgolfier. Oui, je crois que ce sur quoi il faut bien être d'accord, c'est qu'il y a une avancée dans le sens où il y a un certain nombre de dossiers qui seront transmis automatiquement. Pour ces dossiers-là, la transmission au juge sera automatique et donc là, il y a une levée du verrou. Mais après, là où nous différons peut-être, c'est sur ce qu'est Sur les chiffres, on parle on passe de 2 000 à 4 000 cas par an sur la 15 000 gravité. à peu Moi, près, je considère que pour des gens qui ont cherché à éviter des impôts pour plus de 100 000 euros et qui, au vu de ce que fait... Parce qu'un plancher a été fixé. Voilà. Et au vu de l'analyse des services fiscaux qui payent une amende de 40% de ces 100 000 euros, moi, je considère que c'est grave. Et d'ailleurs, Bercy aussi considère que c'est grave, puisque quand il nous transmet des chiffres pour dire sur les 50 000 dossiers ouverts pour contrôle, 15 000 font l'objet de sanctions et 4 000 font l'objet de sanctions graves. Et ça inclut des pénalités qui correspondent à 40% de ce qu'on a cherché à éviter, qu'on doit payer en plus. Pour moi, ces dossiers-là doivent être transmis au juge. Et en fait, la différence, c'est aussi de se dire, est-ce qu'on cherche à être dans une logique de transaction avec les gens qui fraudent, ou est-ce qu'on cherche à être dans une logique de dissuasion? Pour moi, il faut être dans une logique de dissuasion, car 100 000 euros, quel que soit le montant de la pénalité qui est imposée par l'administration fiscale, à moi, simple contribuable, ça me semble grave déjà. Pourquoi il y a des seuils? Pourquoi on a fixé dans la loi un seuil? Il y a 2 raisons. Je pense qu'il y a une raison juridique, c'est qu'il faut oublier qu'il y a une jurisprudence du Conseil constitutionnel, il y a 2 QPC très célèbre, affaire Cahuzac et affaire Wittgenstein, et le Conseil constitutionnel devait répondre à une question assez simple: est-ce qu'on peut poursuivre un même contribuable pour les mêmes faits, à la fois sur le plan fiscal et sur le plan pénal? Et le Conseil constitutionnel a répondu oui, à une condition, c'est que la voie pénale, qui est une voie d'exemplarité, je rejoins ce qui a été dit à l'instant, ça soit réservé au cas des fraudes le plus graves, et le Conseil constitutionnel a défini la gravité notamment par le montant élevé de la fraude. Donc concrètement, si on a envoyé tous les dossiers à 10 000 euros, on serait sans doute en contradiction avec cette jurisprudence. Pour moi, il y a aussi une raison pratique. Je ne suis pas certain, eu égard au délai et aux moyens de la justice, on aura des débats et on le voit sans doute, la justice française n'est pas la mieux dotée d'Europe. On peut avoir des doutes sur la capacité de la justice à traiter tous les dossiers. Quand je vois les affaires en matière boursière, par exemple, les délais de traitement,
quand on voit parfois l'issue aussi de grands procès pénal, on avait sans doute beaucoup d'espoir de condamnation, au final ça finit par pas grand-chose. Je ne suis pas certain qu'un procureur de la République, par exemple, lorsqu'il est dans une TGI de province et qu'il a des cas de violence, qu'il a des cas d'enlèvement, qu'il a des cas d'assassinat, il a des cas de trafic de stupéfiants, je ne suis pas certain que ce soit le contentieux prioritaire en termes de délai pour lui. Et malheureusement, sur l'argument de la dissuasion. La dissuasion, elle doit exister. C'est pour ça que seule la voie pénale peut permettre des peines d'emprisonnement qui, dans la pratique, n'existent quasiment jamais, ou des sanctions pénales. Mais l'instruction au casier judiciaire. Mais dans la pratique, c'est aujourd'hui, malheureusement ou pas, mais c'est un contentieux que la justice a beaucoup de mal à traiter. Et c'est la même chose pour les infractions boursières où les délais sont extrêmement longs. Donc je pense qu'il faut sans doute faire plus rentrer l'argent. Sans doute il y a des pénalités qui sont extrêmement dissuasives sur le plan fiscal et sans doute une voie qui est beaucoup plus dissuasive pour les contribuables qu'une justice qui n'est pas toujours très rapide. Oui, il ne faut pas perdre de vue que le contentieux pénal fiscal, c'est une catégorie tout à fait relicataire dans notre pratique, puisque l'essentiel des pénalités sont appliquées par l'administration fiscale et elles sont fixées en pourcentage des droits éludés, donc ça peut monter jusqu'à 100%, ça commence à 40, 80, 100, tout ça est quand même déjà très dissuasif, ça a d'ailleurs été jugé comme étant dissuasif par la Cour européenne des droits de l'homme. Non, nous, ce qui nous pose problème, avocats, c'est que on a une mauvaise coordination entre la répression fiscale et la répression pénale, parce qu'il y a un principe d'indépendance des procédures qui ne sont pas harmonisées entre elles et qui fonctionnent chacun en roue libre de son côté. Et on se retrouve avec des situations tout à fait choquantes, avec des contribuables qui sont déchargés au fond par le juge administratif et qui se retrouvent poursuivis et condamnés au pénal parce que la Cour de cassation refuse, c'est la main droite, d'écouter ce que fait sa main gauche, la main gauche de l'État, qui est le contrôle de l'administration fiscale. Donc là, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Le verrou de Bercy permettait d'éviter les cas les plus choquants, et encore pas toujours. Maintenant, avec l'ouverture, parce que 100 000 euros, excusez-moi, c'est une plaisanterie pour une entreprise, pour une multinationale. Peut-être pour un particulier, ça paraît dissuasif, mais enfin, dès qu'on touche même une ETI, 100 000 euros de droits fraudés, c'est quand même assez ridicule. Là, on va ouvrir la boîte de Pandore, et tout ça va malheureusement aller... Ça vous fait réagir, Nathalie? Oui, ça me fait réagir. Alors, pas sur la première partie, puisqu'on avait voté... avec le soutien du rapporteur, un amendement sur espèce de questions préjudicielles, de façon à éviter précisément cette difficulté, parce qu'on sait bien qu'il y a des conflits de juridiction, en fait, sur cette procédure. Puis il vient de se créer un institut de droit pénal, fiscal et financier, parce que maintenant le fiscal n'est plus que du fiscal, il est pénal, et parfois le pénal n'est pas que pénal, il est fiscal. Et cette complexification des procédures pose aussi problème, et je comprends bien que ça vous en pose. Non, je réagissais sur les 100 000 euros qui sont faibles. Moi, je trouve que c'est déjà une somme relativement importante. C'est tout. Justement, je crois bien que là, on est aussi au cœur du problème. C'est-à-dire que 100 000 euros, c'est pas grand-chose. Et donc, si pour les entreprises, nous dit monsieur, qui on veut bien pour les grandes entreprises. Voilà. Mais la question, c'est aussi de se dire que on ne doit pas rester dans un système où finalement, les sanctions administratives, c'est un calcul coût, avantage, risque pour une entreprise. Et que donc, la possibilité soit forte, très forte, d'aller au pénal, dans le cadre qu'a fixé le Conseil constitutionnel, et les amendements que nous avions proposés, à notre sens, rentraient dans ce cadre-là, parce que le pénal, c'est dissuasif, parce que ça va atteindre la marque. Et c'est ça, certainement, que les entreprises redouteront le plus. Et donc, peut-être là qu'on aura enfin des résultats dans la lutte contre la fraude, dans un contexte où le nombre de contrôles diligentés par les services du ministère reste stable, alors que le nombre d'entreprises croît. Donc on a donc finalement une baisse du nombre de contrôles au regard du nombre des entreprises. Donc il faut sortir de cette logique-là, qui est une logique finalement qui, pour certaines entreprises, et notamment les plus grandes et les multinationales, c'est une logique comptable. On met un petit peu de côté au cas où, mais de toute manière, le risque n'est pas très grand. Non, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a dans le texte une modification, c'est-à-dire que maintenant l'administration fiscale aura la possibilité de publier sur son site les condamnations fiscales, les redressements
les plus importants pour les entreprises, pour les personnes morales. Donc jusqu'à maintenant, la réputation par rapport à la marque, c'est vrai que les contentieux fiscaux, tant qu'ils n'allaient pas un contentieux public, étaient assez anonymes. Il y avait toujours ce risque de sanctions pénales éventuelles, mais maintenant, le name and shame, c'est-à-dire la possibilité de publier des sanctions fiscales, est prévue par le texte. Donc pour une entreprise, par rapport à l'atteinte à sa réputation, à sa marque, c'est, je crois, quelque chose qui va changer un peu la donne. Est-ce que ça peut avoir un impact sur la lutte contre l'évasion fiscale de manière efficace, Nathalie Goulet? Écoutez, encore une fois, ce texte n'est pas le grand soir de la lutte contre la fraude fiscale, mais il y a des avancées, on ne peut pas dire le contraire du tout. Nous arrivons en période budgétaire et nous allons voir la réalité des choses, parce que si on supprime des postes dans les postes de contrôle et dans les postes à Bercy, puisque c'est ce qui est annoncé quand même, l'application dans le temps du texte que nous votons, et qui va faire que les procédures en cours ne seront pas touchées et qu'il y aura donc un délai avant que la nouvelle procédure se mette en route. La police de Bercy, dont on ne sait pas exactement comment elle va être composée, on va déshabiller Paul pour habiller Pierre, on n'a pas encore exactement les délais. Donc moi, je pense que la période budgétaire qui s'annonce sera déterminante pour voir la volonté du gouvernement de lutter ou pas contre la fraude fiscale, parce que finalement, il faut aussi compter avec ça. Donc ce texte est une avancée, mais il faut attendre la suite. Marc Bonhommissard. Oui, il faut quand même remettre l'église au milieu du village. Les sanctions administratives de l'évasion fiscale sont déjà très lourdes. Le pénal, pour moi, enfin pour nous, avocats, ça doit sanctionner les gens qui n'ont pas peur, parce qu'ils sont insolvables, qui n'ont rien à faire. Les mafias. Les mafias, les carrousels de TVA, eux, il faut les envoyer en prison. Vraiment. Mais le contribuable, même d'une mauvaise foi, pourquoi le poursuivre au pénal après lui avoir fait payer l'impôt, 40% voire 80% de pénalité? Il a compris. C'est pas la peine d'insister. Utilisons les moyens de la justice à meilleur escient. Et les entreprises? Les entreprises, est-ce qu'il est intelligent de poursuivre au pénal les multinationales américaines avant même de savoir si, au plan du droit, elles ont eu raison ou tort de faire ce qu'elles ont fait? Moi, je suis quand même assez choquée qu'on puisse dire que pour ceux qui sont insolvables, alors on les envoie au pénal avec des peines de prison, et ceux qui seraient solvables, l'argent suffit. Pour moi, il y a un vrai problème moral à frauder le fisc. Souvent de manière assez consciente et organisée. D'ailleurs, quand on est sanctionné à hauteur de 80, 40 ou 100%, c'est quand même qu'on a vraiment organisé les choses. Aujourd'hui, on a la plus grande peine à boucler le budget de l'État, à assurer les services publics, on rogne sur les prestations sociales. Pour moi, cette faute, elle est moralement inacceptable, et c'est la raison pour laquelle je pense que des sanctions pénales sont justifiées pour un certain nombre de gens, même s'ils sont solvables. Et sinon, c'est vraiment la justice à deux vitesses. Ceux qui sont insolvables au cachot et ceux qui sont solvable, une petite sanction. Vraiment, ça rompt avec, je crois, les principes qui fondent notre République. Je suis vraiment... Albéric de Montgolfier. Oula. Ah oui, non, vraiment. Enfin, écoutez, ce que vous dites, c'est extrêmement grave. C'est vraiment la justice à deux vitesses. qu'on ne peut pas accepter. Enfin, en tout cas, moi, je trouve ça... Quand on regarde les choses en face, on peut faire le parallèle avec ce qui s'est passé en matière boursière. En matière boursière, où vous avez parfois des actionnaires qui sont floués, y compris des petits porteurs. On s'aperçoit que la justice est très lente et finalement, les nombres de condamnations est très rare. Et en matière pénale, même dans les dossiers fiscaux, même les dossiers qui sont transmis aujourd'hui, on s'aperçoit que finalement, il y a relativement peu de condamnations, ça prend du temps, et il y a quasiment jamais de peine d'emprisonnement. Vous verrez ce qui se passe pour un ancien ministre qui finalement ne effectuera même pas sa peine. Donc la voie pénale n'est pas forcément la plus dissuasive. En revanche, là, je rejoins ce qui a été dit, c'est que je crois que malheureusement, on ne lutte pas assez sur des fraudes organisées. Quand on écoute la Commission européenne, l'impôt qui est le plus fraudé, c'est notre principale recette fiscale, c'est la TVA. Et là, il y a des mécanismes de fraude carrousel, de fraude internationale, la fraude sur Internet, que la Commission des finances dénonce en permanence. Et là, on ne se donne pas les moyens, y compris dans ce texte, pour lutter contre la fraude à la TVA, qui est l'impôt, encore une fois, le plus fraudé de la vie même de la Commission européenne. Et là, on a affaire parfois à des cartels, des mafias et de la fraude internationale plus complexe, où sans doute on est plutôt dans un travail d'enquête policière que vraiment du travail fiscal. On est carrément dans des vrais organisés. On arrive bientôt au terme de ce débat. Nathalie Goulet, vous voterez malgré tout le dispositif
Oui, oui, on CMP. vote. Oui, on va le voter, bien sûr. C'est une amélioration. Et puis aussi, Monsieur le rapporteur général et le président ont accepté de faire au sein de la commission des finances un groupe de travail sur la fraude et l'évasion fiscale. Je pense qu'on a du travail à faire et que le combat continue. J'ai jamais épuisé. Hein. Non, le sujet. Non, mais justement, le fait qu'on soit un groupe de travail. Il y a un groupe sur la fiscalité numérique. Maintenant, il y a un groupe de travail en plus sur la fraude et l'évasion fiscale. Le rapporteur nous avait d'ailleurs conviés à toutes les auditions. Donc, il y a une transparence qui se manifeste et une volonté qui est commune, avec parfois des divergences sur le résultat. Mais de toute façon, nous voterons le texte, bien entendu. La commission d'enquête sénatoriale sur l'affaire Benalla touche à sa fin. C'est Sophie Hatt, ancienne chef du GSPR, sous François Hollande, qui a clos ce matin un cycle de 29 auditions. Un ultime témoignage avant les conclusions des sénateurs qui vont devoir s'intéresser de près au dysfonctionnement de la machine élyséenne. Quentin Calmy. Oubliez les dizaines de caméras et de photographes, comme lors de la venue d'Alexandre Benalla au Sénat. Pour cette toute dernière audition, le calme est de retour. C'est Sophie Hatt, ancienne patronne de la sécurité sous François Hollande, qui était convoquée. Et ce, afin d'apporter son expertise en matière de sécurité du président de la République. J'étais en charge de la sécurité rapprochée du président de la République. Le chef, puis la chef de cabinet est en charge de l'organisation des déplacements. Notre travail de collaboration a été extrêmement clair. Je ne me suis jamais chargée d'organiser les déplacements du président de la République. Il ou elle ne s'est jamais chargé d'organiser la sécurité rapprochée du président de la République. Elle n'aurait pas, ou il n'aurait pas accepté que je sois sur son domaine de compétences, et je n'aurais jamais accepté que quelqu'un prenne place sur le mien. Les attributions de chacun pendant le précédent quinquennat étaient donc très claires, à l'inverse de la situation décrite depuis le début de l'affaire Benalla. Il peut apparaître que M. Benalla était un organisateur de voyage. Il peut apparaître qu'il était un garde du corps ou quelqu'un qui assurait de fait une sécurité rapprochée, notamment dans les voyages, déplacements privés. Il peut apparaître qu'il n'avait aucune mission de sécurité. Aucune. Ça nous a été dit sous serment. Je vous dis cela parce que tout ce que j'ai dit ici est attesté par des déclarations publiques faites sous serment. Tout. Charge désormais aux sénateurs de recouper toutes ces déclarations pour leur rapport, attendu dans les prochaines semaines. Et nous avons maintenant à établir ce qui sera notre conviction profonde sur les dysfonctionnements éventuels qui auront pu être identifiés sur la sécurité du président de la République. Rôle d'Alexandre Benalla à l'Élysée, permis de port d'armes, réalité de la sanction. Sur tous ces points, les zones d'ombre demeurent. Charge désormais aux sénateurs de se faire une intime conviction en la matière. Alors quels enseignements, quelles zones d'ombre, quelles conclusions peut-on attendre et quelles conséquences pour le Sénat? Sort-il renforcé? Il est apparu pour beaucoup comme un contre-pouvoir utile. On ouvre le débat dans Sénat 360. Et mes invités sur ce plateau, j'ai le plaisir d'accueillir Esther Benbassa. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes sénatrice écologiste de Paris, rattachée ici au groupe CRCE. Marie Mercier est également avec nous. Bonjour, vous êtes sénatrice LR de la Saône-et-Loire, membre de la commission des lois. Jean-Pierre Sueur est également sur ce plateau. Bonjour, vous êtes co-rapporteur de cette commission d'enquête, sénateur socialiste du Loiret. Et puis Loïc Hervé, bonjour, bienvenue à vous. Vous êtes sénateur centriste de la Haute-Savoie, secrétaire de la commission des lois. Première question pour vous, Jean-Pierre Sueur. Puisque, on le disait, c'était la dernière audition. Il va falloir maintenant se pencher sur les conclusions à venir de ce rapport. Cette commission d'enquête, elle a été riche d'enseignements. Qu'avez-vous appris? Écoutez, nous avons procédé avec mes collègues à 29 auditions. Ça doit faire environ 50 heures. Toutes ces heures ont été télévisées, grâce à Public Sénat notamment. Et tous les Français qui le voulaient ont pu suivre nos travaux. Je crois que cela montre la fonction de contrôle du Parlement qui s'est exercée en l'espèce dans une grande transparence. Et c'est bon pour la démocratie, me semble-t-il. Alors maintenant, nous avons un corpus très important et nous avons commencé, et bien sûr, nous travaillons depuis 1 mois, 2 mois. Et nous allons prendre encore quelques semaines pour rédiger un rapport. Ce rapport, il essaiera de dire la vérité.
notre intime conviction, compte tenu qu'on nous a dit beaucoup de choses. Les dysfonctionnements qui ont eu lieu, les causes des dysfonctionnements, et puis nous ferons des propositions, des préconisations, parce que notre rôle, nous, dans une commission d'enquête, n'est pas de condamner. Nous ne sommes pas un tribunal. Mais nous sommes au service de l'État, au service de la République, des Français, pour, quand il y a eu un dysfonctionnement, des manquements graves, très lourds, eh bien, examiner ce qui se passe et faire des propositions. Loïc Hervé, la question qui se pose également, c'est jusqu'où allez-vous placer finalement ce curseur dans la dénonciation des dysfonctionnements que vous avez constatés pendant cette commission d'enquête? C'est bien le Parlement et en particulier le Sénat. Je rappelle quand même que la commission d'enquête, la même à l'Assemblée nationale, n'a pas abouti au rapport dont Jean-Pierre Sueur vient de parler. Donc c'était une commission qui a avorté dans ses travaux. Elle a mené quelques auditions. Là, les travaux sont sur la base d'un travail exhaustif d'examen de ce qui a pu se passer. Le curseur, mais il n'y a pas de curseur à placer. Le seul curseur qui est à placer, c'est le curseur de la loi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller sur les affaires pénales, les sujets sur lesquels M. Benalla et d'autres personnes sont mis en examen. Mais pour autant, sur l'affaire telle qu'elle a pu exister, eh bien, la commission d'enquête du Sénat est totalement libre d'aller faire les préconisations qu'elle entend, comme elle a été d'ailleurs libre d'entendre toutes les personnes qu'elle a pu convoquer devant elle. Esther Benbassa, la commission d'enquête n'est pas allée au bout des 6 mois. C'était possible de prolonger les travaux. Est-ce qu'il fallait aussi en finir avec ces rendez-vous hebdomadaires, toutes ces auditions? Vous le rappeliez, Jean-Pierre Sueur, que nous avons diffusées, qui ont certainement gêné au plus haut sommet de l'État. Oui, à un moment donné, c'est vrai qu'il faut atterrir quand même. On n'a pas voulu délayer. Il fallait à un moment donné dire qu'on n'a pas tout compris, on n'a pas tout entendu, mais avec ce qu'on a, avec ce corpus, il y aura quand même un rapport, comme Jean-Pierre Sueur l'a dit, nous ne sommes pas là pour juger, nous sommes là pour comprendre. Et peut-être on n'a pas tout compris, parce que les informations qu'on nous a données n'étaient pas toujours proches de ce que Jean-Pierre Sueur appelle la vérité. Moi, je ne crois pas qu'il y ait une vérité, mais disons, on a frôlé quand même certaines limites. Et ça, c'est un peu étonnant de voir que des hommes d'État, il y avait peu de femmes qui ont été auditionnées, mais que ces hommes d'État puissent, disons, ne pas toujours dire la vérité, mettre en avant leurs intérêts pour ne pas tout dire, parce que cette affaire est d'abord aussi le résultat d'un dysfonctionnement. Aujourd'hui, j'ai demandé à la personne qui a été auditionnée si elle avait vu pendant ses 5 années de service quelqu'un n'appartenant pas à la GSPR porter une arme. Elle a dit non. Alors, ça veut dire qu'il y a quand même des vrais problèmes. Peut-être qu'on va comprendre certaines choses, mais je crois qu'on saura plutôt qu'à l'Élysée, il y avait un vrai dysfonctionnement, qu'il y avait des copinages, des passe-droits, etc. On va y venir, Esther Benbassa, sur ce point. Quel bilan tirez-vous de ces travaux, Marie Mercier? Que très clairement, si je puis dire, il y a des zones d'ombre. Notre mission n'était pas d'analyser M. Benalla lui-même, mais d'essayer de voir s'il n'y avait pas autour du président de la République des dysfonctionnements concernant sa sécurité. La France est la 5e puissance du monde. Le président de la République doit donc être en parfaite sécurité et avec des professionnels. Or, il semblerait, mais là, ce sont toutes les auditions que nous avons menées qui devront être analysées, être comparées. Il semblerait que cette personne, d'ailleurs que monsieur le ministre de l'Intérieur de l'époque pensait être un policier, n'avait pas cette fonction de sécurité. Or, il était tout près du président. Donc, il y a quand même certaines choses qu'il faut revoir, tout en sachant que c'est la sécurité du président de la République qui est là notre mission première. Alors justement, je vous propose de réécouter Alexandre Benalla. Vous l'avez tous les 4 auditionné. Il a expliqué sa fonction de manière très précise. On l'écoute. Je regrette de vous dire, je n'étais pas le garde du corps d'Emmanuel Macron. Je n'ai jamais été le garde du corps d'Emmanuel Macron. À partir du moment où vous êtes dans une tâche où vous faites l'interface entre le candidat et un certain nombre de personnes, où vous êtes un facilitateur. Moi, j'avais une tâche d'organisation générale, de sécurité générale. Mais sur des meetings,
J'étais proche de lui physiquement, et on l'a vu dans les médias, mais comme un certain nombre de personnes sur lesquelles on ne porte pas le focus aujourd'hui. Vous avez cette notion, vous avez besoin de cette proximité pour lui passer un certain nombre de messages. Mais je n'étais pas le garde du corps d'Emmanuel Macron. Et je ne l'ai jamais été. Et pour répondre de manière très claire, j'avais 4 missions à l'Élysée. Ma première mission était l'organisation des déplacements nationaux, dans le cadre de ce que je viens de vous expliquer là. Je pense que vous en aviez déjà connaissance. Il était l'organisation des événements au Palais, dans le cadre de ce que je viens de vous expliquer là également, dont vous aviez connaissance. Il était le cadre de l'organisation, et je vais employer le terme, parce que ce qu'on appelle les déplacements privés du président de la République. Je pourrais m'en expliquer si vous avez des questions là-dessus. Et il était dans une tâche qu'on a appelée coordination des services de sécurité. La coordination des services de sécurité, je pense vous avoir expliqué par mon parcours, c'est vrai que j'ai une petite connaissance du domaine de la sécurité. Il ne consistait pas à être le chef de la sécurité de l'Élysée. Il consistait à conduire un certain nombre de réunions, de réflexions. Souvent, si vous prenez le colonel Laverne, qui est maintenant général, qui a besoin de 12 voitures supplémentaires, par exemple, pour son parc automobile. S'il n'a pas un appui politique, si le cabinet ne l'aide pas, c'est comme ça que ça fonctionne, si le cabinet ne l'aide pas, il pourra aller demander 12 voitures au ministère de l'Intérieur, il sera tout seul face au ministère de l'Intérieur. Et c'est souvent ce qui se passe. Donc par exemple, j'avais en charge le renouvellement du parc automobile de l'Élysée. Parce qu'à un moment, vous faites des réunions à un autre niveau que de chef de service à l'administration centrale. Vous faites une réunion à un niveau cabinet, c'est-à-dire le cabinet du président de la République saisit le cabinet du ministre de l'Intérieur parce qu'il y a besoin de moyens supplémentaires. Ce n'était pas une fonction opérationnelle de sécurité, c'était une fonction administrative. Je suis un peu dans l'esprit du président, c'est que quand on me demande de faire quelque chose, je le fais, je vais un peu jusqu'au bout, et parfois vous attirez des inimitiés de gens qui vous expliquent que ça fait 40 ans qu'on fait comme ça, et qu'on ne vous a pas attendu pour changer les choses. Bon, ça peut créer des tensions parfois. Et quand vous ne faites pas partie du club, excusez-moi de l'expression, on vous le reproche. Jean-Pierre Sueur, on vient de réentendre Alexandre Benalla, il dit « j'avais une fonction administrative, je n'avais pas de fonction opérationnelle de sécurité ». Vous avez remarqué, Delphine Girard, que M. Benalla dit qu'il avait pour mission la coordination des services de sécurité de la présidence de la République, notamment. Et nous avons entendu le secrétaire général de l'Élysée, le directeur de cabinet de la présidence de la République et le chef de cabinet qui nous ont dit que M. Benalla n'exerçait aucune mission de sécurité. Pour le moins, il y a quelques contradictions. Et le problème qui est posé, c'est que si on met bout à bout toutes les auditions, il y a un certain nombre de contradictions qui sont évidentes, il suffit de regarder les vidéos. Contradiction, vous dites Jean-Pierre Sueur, est-ce que ça peut aller jusqu'au parjure? Non, je dis contradiction. Je ne dis pas parjure, je dis des contradictions, de fortes différences d'appréciation, si vous préférez, par rapport à des événements qui sont identiques. Des non-dits, des imprécisions, du vague et du flou. J'ai le sentiment d'un puzzle, vous voyez, le puzzle, avec des pièces qui ne s'emboîtent pas. Oui. Alors, à nous avons ce matériau. Nous ne sommes pas des juges. Nous avons déjà commencé à beaucoup étudier ce qui s'est passé et à étudier comment on a pu y arriver là, vous comprenez? Au départ, le 1er mai, il se passe quand même des choses à la Contrescarpe. Est-ce que vous trouvez normal que le soir, il y a quelqu'un qui se fait tabasser par le chef de cabinet adjoint ou l'adjoint au chef de cabinet du président de la République? Le soir, il y a là des policiers avec un commandant, des CRS avec un commandant. Le soir, aucun rapport n'est fait ni à la préfecture de police ni au ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur apprend cela le lendemain après-midi. Ensuite, port d'armes de M. Benalla, je peux vous dire que sur ce sujet, nous avons environ 4 versions, y compris la sienne. Donc, nous sommes devant cela. Nous avons tout fait, posé toutes les questions et les reposer. Nous allons dire la part de vérité que nous pourrons dire, les dysfonctionnements, pourquoi on en est arrivé là, et qu'est-ce qu'il faut faire pour ne plus en arriver là.
Loïc Hervé, ces non-dits, ils en disent parfois peut-être aussi un peu plus long sur de véritables réponses que vous attendiez. Ça dit aussi que cette personne, Alexandre Benalla, faisait l'objet d'une certaine complaisance. Il avait des passe-droits. Ce sont les conclusions que vous pouvez en tirer ? Le temps des conclusions va venir, puisque les rapporteurs vont proposer à la commission des lois qui en débattra la matière d'un rapport, et nous en débattrons à ce moment-là. Et je peux, aujourd'hui, à part le matériau brut des 29 auditions, viendra le temps aux deux co-rapporteurs, Mme Jourda et M. Sueur, de proposer un rapport à la commission. Et à ce moment-là, évidemment, on pourra trier le bon grain de livret tel que ça se peut apparaître pour les sénateurs. Ce que je veux dire, c'est que c'est intéressant que vous ayez rediffusé Alexandre Benalla et qu'on revoie ce qu'il dit à la lumière des auditions précédentes et des auditions suivantes. C'est tout l'intérêt de la confrontation d'une commission d'enquête parlementaire telle que nous l'avons vécue maintenant depuis le mois de juillet, d'avoir cet enchaînement d'auditions différentes. Ce que je trouve tout à fait évocateur, c'est que, et je l'avais posé en ces termes à Gérard Collomb lorsque j'ai pu lui poser une question sur la personnalité, sur les passe-droits, puisque vous évoquez cette question des passe-droits d'Alexandre Benalla. Moi, je crois qu'Alexandre Benalla s'est construit une apparence. Et qu'on l'a laissé faire et qu'à aucun moment quelqu'un l'a arrêté. Il s'est construit une apparence, c'est-à-dire que finalement, parce qu'il avait un intitulé, une personnalité aussi, il s'est vu octroyer un passeport diplomatique, une habilitation secret défense, un port d'armes, une voiture, tout un tas de choses, d'éléments qui lui permettent. Mais non seulement c'est des avantages en nature, mais ça permet de construire, au-delà de la personne d'Alexandre Benalla, une espèce de stature qui lui permet d'aller faire finalement une grosse bêtise le 1er mai. On l'a laissé faire parce que jamais dans le fonctionnement administratif de l'Élysée, on aurait cru laisser faire ça. J'ai demandé à Gérard Collomb de savoir, selon lui, quel était le grade d'Alexandre Benalla dans la police. Puisqu'il disait, je pensais qu'il était policier. Oui, enfin, il était ou gardien de la paix, ou commissaire divisionnaire, ou cadre supérieur de la police nationale. À 26 ans, on peut avoir une idée un peu de quel aurait pu être son grade. Et donc, c'est une vraie question, ça, de l'apparence. Et donc, même le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, dit, oui, mais moi, j'ai toujours pensé que c'était un policier. Donc, vraiment, il y a ça. Et puis, il n'y a pas eu de contre-pouvoir. Il n'y a pas eu d'effet de contrôle. Il n'y a pas eu quelqu'un qui s'est mis à un moment donné en travers. Et il a fallu attendre la grosse bévue du 1er mai, révélé quelques jours plus tard, une sanction administrative ridicule eu égard à la gravité des faits, et puis le fait que la presse rende publique les choses pour que, de cette théorie de l'apparence, on se rende compte qu'il y avait un problème de fonctionnement au sein de l'exécutif, aussi près du président de la République que pouvait l'être Alexandre Benalla. Alors on parlait des enseignements de cette commission d'enquête. Philippe Bain, le président de la commission des lois, de cette commission d'enquête sur l'affaire Benalla, était l'invité de l'association des journalistes parlementaires. Il explique justement à quoi a servi cette commission. On l'écoute. Il y a déjà 2 leçons qu'on peut tirer de ce travail. La première, c'est que vraiment et décidément, la mission de contrôle du Parlement, c'est aussi important que sa mission législative. Vous pouvez faire toutes les lois que vous voulez, il vaut mieux qu'elles soient bonnes, et nous nous appliquons à les améliorer au Sénat. Et nous sommes constructifs. Nous ne rejetons pas, parce que nous serions dans l'opposition, d'un revers de manche les propositions qui nous sont faites, mais à côté du législatif, il y a le contrôle, il prend racine dans la Déclaration des droits de l'homme, dans la Constitution, et pour nous c'est fondamental. Et deuxième leçon que je tire moi de ça, c'est que le Sénat, pour ce pouvoir de contrôle, alors là, il peut prendre une place que l'Assemblée nationale ne peut pas prendre. Pourquoi elle ne peut pas le prendre? Parce qu'il y a un manque de maturité dans notre démocratie qui fait que quand vous êtes du parti majoritaire, vous avez peur de contrôler les services qui sont sous l'autorité du gouvernement. Marie Mercier, il y a eu de la peur aussi. De la peur, non, je ne crois pas. Par contre, nous avons eu un étonnement certain en auditionnant M. Benalla. C'est une personne qui nous a semblé assoiffée de responsabilité. Quelqu'un qui vivait son rêve, manifestement, qui était content d'être aux côtés de personnalités de premier plan et qui n'a pas été recadré. J'avais déjà expliqué cela. Dans nos communes, nous avons des personnalités qui demandent à faire aussi tout un tas de choses pour lesquelles elles n'ont pas été recrutées. Mais en règle générale, dans nos communes, il y a un contrôle. Et tout simplement, on recadre, on réexplique les missions.
et on refait les gens travailler dans le droit chemin. Il y a une grosse responsabilité de ses supérieurs, pour moi. Ce jeune homme n'aurait jamais dû être livré à lui-même de cette façon, avec l'autorité naturelle qu'il a. On l'a compris en auditionnant tout un tas d'interlocuteurs. Il y a un manque certain d'encadrement pour lui. Esther Benbassa, est-ce que vous avez travaillé de façon sereine? Est-ce qu'il y a eu parfois des pressions? On sait qu'il y a eu beaucoup de commentaires sur une possible atteinte à la séparation des pouvoirs, avec les propos à la fois de la garde des Sceaux, de Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement. Castaner. Et Monsieur Castaner aussi, vous avez raison de le rappeler. Nous, on a travaillé dans la sérénité. On n'est pas... tranquillement, on a posé des questions... on ne s'est pas énervé, même quand il y avait, disons, quelques mensonges. Donc, je ne sais pas, ces personnes, en faisant pression dans la presse, ont plutôt disqualifié le président, parce que, je ne sais pas, ils ont fait du lobbying, en gros, pour nous empêcher d'aller plus loin. Alors, si on se pose la question, oui, pourquoi ils avaient peur qu'on en parle. Et moi, je poserais une autre question. Pourquoi on l'a laissé faire? Parce que dès le début des auditions, nous avons eu les syndicats de police qui ont utilisé le mot terrorisé, qui les terrorisaient. Là, dans l'interview que vous avez passée, il dit « nous n'étions pas du même camp ». Enfin, il a utilisé un autre mot, nous n'étions pas en gros du même milieu. Là, c'est la victimisation, parce qu'un policier ne vient pas de la haute bourgeoisie non plus. Donc là, c'était une excuse. Puis on le voit tout au long de son itinéraire. On l'a laissé faire. Et il a pris, c'est quelqu'un, comme vous l'avez dit, qui avait envie d'avoir des fonctions, etc. On voit déjà, en 2006, on le voit armé sur une photo du Nouvel Observateur, et on se demande comment il avait la possibilité de porter une arme sans autorisation, et il m'a répondu, c'est une autorisation allemande que j'avais. Alors, on le sait par le Nouvel Observateur que ce monsieur s'est fait photographier dans un studio français, et même s'il avait eu l'autorisation allemande, il était dans l'interdiction. Donc, aller devenir un homme si important à l'Élysée et même aller jusqu'à oser aller comme observateur à la Contrescarpe, puis d'abord au Jardin des Plantes, puis à la Contrescarpe, c'est vrai que on se demande comment cet homme a pu agir. Beaucoup de questions encore, Esther Benbassa. Oui. Jean-Pierre Sueur, je reviens sur cette question aussi de la dimension politique de cette commission d'enquête. Ça a pu vous être reproché. Certains ont vu là, notamment de la part de certains sénateurs, La République En Marche, ici, une volonté d'atteindre directement le président à travers cette commission d'enquête. Ils ont tout à fait tort, ceux qui pensent ça. Et d'ailleurs, je mettrai une petite nuance par rapport à ce qu'a dit Philippe Bas tout à l'heure. Je considère que quand nous sommes dans une commission d'enquête, ce n'est pas le parti ou le groupe politique auquel nous appartenons qui compte. Voyez-vous, ici autour de cette table, nous appartenons à des groupes différents. Nous sommes membres de la commission. Les sénateurs de LREM sont membres de la commission. Et Philippe Bas n'est pas dans le même groupe politique que moi-même, que Muriel Jourda. Mais nous avons décidé d'œuvrer ensemble, de préparer les questions ensemble, d'organiser les choses ensemble, parce que il ne s'agit pas de l'opposition politique qui existe, ici, dans l'hémicycle, sur tous les projets de loi, bien sûr, qui est naturelle, qui est la démocratie. Là, il s'agit d'être unis pour contrôler le gouvernement, quel qu'il soit. Donc, moi, je crois qu'il est tout à fait possible, il eût été possible qu'à l'Assemblée, ils aient cette attitude ouverte. Mais on a eu une sorte de crispation. Vous vous rendez compte que la présidente de la commission d'enquête s'opposait à ce qu'on reçoive telle ou telle personne. Nous, on a reçu tout le monde. On a reçu tout le monde. Elle était dans la majorité, elle défendait justement à ce propos du gouvernement. Si ce que dit Esther, mais justement, c'est une conception où quand on est dans une commission d'enquête, on pense d'abord au parti politique. Sur ce point, Jean-Pierre Sueur, je vous propose de revoir un extrait, puisque vous avez dit on a reçu tout le monde. Ça n'a pas toujours été aussi évident. On sait que certaines personnes
ne souhaitait pas venir s'exprimer devant la commission d'enquête. Regardez cet extrait de différentes auditions. Le président de la République, en m'autorisant à venir devant vous, a souhaité à contribuer à la manifestation de la vérité. Le président de la République a autorisé certains de ses collaborateurs à venir devant vous afin de contribuer à la manifestation de la vérité. Le président de la République m'a autorisé à venir devant vous. Tout citoyen qui est convoqué par une commission d'enquête parlementaire doit déférer à la convocation. C'est tout. Nul n'est au-dessus des lois à cet égard. Loïc Hervé, ça a quand même gêné au plus haut point cette commission d'enquête. On voit bien sûr que ça gêne parce que quelque part on n'est pas non plus dans la culture française du Parlement. Je m'explique. C'est-à-dire qu'on est dans une logique d'une sacrée république, d'un parlementarisme rationalisé où l'exécutif, y compris dans la maison du Sénat ou à l'Assemblée nationale, joue un rôle qui est important. Et il y a un esprit républicain de déférence à l'égard du gouvernement, comme ça peut exister d'ailleurs de la part des élus locaux par rapport aux préfets. Et on confond en fait le respect des institutions avec forcément une espèce de conflit de loyauté. On n'est pas du tout là-dedans. Regardez ce qui se passe avec l'affaire Kavanaugh aux États-Unis et ce juge de la Cour suprême qui, au terme d'un vote, est devenu juge de la Cour suprême des États-Unis d'Amérique. Combien de jours, combien d'auditions ont été prises pendant le Sénat américain? Alors certes, le président américain fait des commentaires sur la personne qui a été prétendument agressée sexuellement il y a une trentaine d'années par ce candidat à ce poste de juge, etc. Mais n'empêche que le Parlement américain, le Sénat américain, a conduit toutes les diligences nécessaires et l'a fait. Vous êtes dans la majorité sénatoriale ici, oui. Majorité de droite. On voit bien qu'il y a aussi une tentation aussi d'égratigner un peu l'Élysée avec oui, cette commission moi je suis dans le groupe de l'Union. Moi, je suis dans le groupe de l'Union centriste. Je souhaite la réussite du quinquennat d'Emmanuel Macron et je souhaite aussi que notre pays se réforme et qu'un certain nombre de choses aboutissent dans le fonctionnement des... Je ne suis pas un opposant échevelé sur tous les sujets. Je ne fais pas de chaque cas un cas de divergence, de polémique. Et l'ambiance même du Sénat, de manière générale, comme Philippe Bas l'a rappelé, nous ne sommes pas des opposants systématiques à tous les sujets. L'affaire Benalla, révélée par la presse, ce qu'on a pu découvrir, a fait que le Sénat, après l'Assemblée nationale, si on veut être juste en termes de chronologie, a souhaité créer une commission d'enquête parlementaire qui a fait un travail de très longue haleine et qui a permis d'aller à son terme. Et nous sommes proches de l'achèvement. La même question pour vous, parce qu'il se murmure que justement, dans son rapport, la commission d'enquête pourrait justement un peu égratigner l'Élysée. Écoutez, nous veillerons à ce qu'il n'y ait pas cet état d'esprit-là. Bon. Je sais qu'il a été demandé de comparer ce qui pouvait se faire en Allemagne, en Grande-Bretagne, aussi en Italie, pour voir comment ces pays-là gèrent la gestion de leurs hommes d'État. Nous n'avons pas encore la réponse. Ce n'est pas pour faire un copier-coller, mais pour se rendre compte de comment c'était géré ailleurs. Le terrorisme rôde chez nous. Donc il est tout de même capital de savoir si le président de la République est bien protégé. Esther Benbassa, je vous vois sourire. Oui, bon, écoutez, on ne va pas enlever l'aspect politique aussi de cette démarche qui a abouti. Pourquoi elle n'a pas abouti à l'Assemblée? Parce que la majorité pouvait décider qu'il fallait ne pas égratigner le président de la République. Mais enfin, bon, on ne va pas non plus dire qu'il ne faut pas égratigner, que le monde est beau, tout allait bien, et que nous sommes totalement, disons, en dehors de toute réflexion politique et action politique. Non, nous sommes des politiques. Cette commission ne reste pas en dehors de la politique et je suppose que les conclusions seront aussi politiques. Oui, ne nous cachons pas le visage, on est là et on a fait de la politique aussi. Qu'on les gratigne ou pas, écoutez, oui, ben on verra. Moi, je ne connais pas les conclusions du rapport. Tous les membres liront le rapport et voilà. Et peut-être que si LR était au gouvernement, peut-être qu'il n'y aurait pas eu de commission. On n'en sait rien, mais en tout cas, au nom du doute, je laisse la question ouverte, mais je ne veux absolument pas dire que c'était quelque chose d'innocent. Oui, bon, j'ai une nuance avec Esther Benbassa. C'est que
Bien sûr, il y a de la politique partout. Mais dans une commission d'enquête, j'insiste là-dessus, quel que soit le gouvernement, nous devons faire preuve de la même objectivité. Je pense que c'est une absolue nécessité, et c'est d'ailleurs pourquoi aux 3 personnages qui ont dit qu'ils ont reçu l'autorisation, j'ai répondu 3 fois qu'ils n'avaient pas besoin de cette autorisation, qui d'ailleurs était sans effet. Je l'ai dit, j'ai pris mes responsabilités. Je considère que le président de la République ne peut pas venir devant une commission d'enquête. C'est clair, en raison de la séparation des pouvoirs. Mais toutes les autres personnes doivent, non seulement peuvent, mais doivent venir. Et d'autre part, nous avons, d'après la Constitution, pour charge de contrôler le gouvernement et d'évaluer les politiques publiques. La protection du chef de l'État, c'est une politique publique. Donc une commission d'enquête peut tout à fait s'intéresser à ce qui se passe à l'Élysée, évidemment, comme dans les ministères, comme partout. Et il y a des commissions d'enquête sur de très nombreux sujets. Vous savez, sur Lactalis, on était dans une commission d'enquête sur les violences, la lutte contre le djihadisme, etc. etc. Enfin, c'était pas aussi hautement politique cette commission, quand même. Oui, mais Esther... Si vous parlez de dysfonctionnement de l'Élysée dans le rapport, vous aurez égratigné le président. Il y a une chose qui m'interpelle quand même par rapport à la question qu'on se pose à l'instant, c'est la question de l'opinion publique. Oui. L'opinion publique a été profondément choquée par cette affaire. Et je crois que les représentants du peuple que nous sommes, alors c'est vrai que les sénateurs, nous sommes élus indirectement, mais nous sommes aussi légitimes que les députés à mener des travaux de commission d'enquête. Nous contribuons, en recherchant la manifestation de la vérité, en essayant de tirer toutes les conclusions nécessaires de ce dysfonctionnement-là, à aider aussi l'opinion publique, les Français que nous représentons dans cette maison, d'abord à ce que cette affaire ne se reproduise pas, déjà et ensuite à leur dire que le monde politique, c'est bien qu'il s'égratigne aussi un peu de temps en temps si les sujets le méritent. C'est-à-dire que, je rejoins Esther Benbassa là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a un moment où, si l'affaire est grave, eh bien ma foi que les choses soient sur la table et qu'on les exprime à haute et intelligible voix, ça me paraît bien. Et nous sommes les rapporteurs, les membres de la commission d'enquête, nous sommes les représentants des Français face à cette affaire, face aux protagonistes de cette affaire, pour trouver la manifestation de la vérité et faire en sorte que des solutions soient trouvées. Vous savez que la Commission a déjà eu de la conséquence. Par exemple, Monsieur le Président de la République qui a nommé des personnes pour réorganiser l'Élysée. Et d'autre part, maintenant, les membres du cabinet, tous les membres du cabinet sont obligés de faire des déclarations de leur patrimoine et de leur intérêt. Tout ça, c'est dû à la Commission. Donc ça, toujours... Marie-Mercier, rapidement, un mot de conclusion. Une des premières lois que nous avons votées a été une loi de moralisation de la politique. Comme si tout ce qui avait eu lieu avant n'avait pas été moral et qu'il fallait ramener une transparence et une morale. Je pense que cette affaire a montré que finalement, eh bien, le monde étant ce qu'il est, il y avait aussi des choses qui s'étaient passées qui n'étaient absolument pas correctes depuis le début de ce quinquennat. Qu'il se soit passé des choses abjectes autrefois, peut-être, c'est pas pour ça que nous le défendons. Monsieur le Premier ministre, un remaniement ne règle pas tous les problèmes, nous le savons tous. Mais ce non-remaniement auquel nous assistons depuis 2 jours devient un problème pour l'image politique de votre exécutif. Un problème qui n'est pas celui du casting, qui n'intéresse d'ailleurs pas grand monde en réalité. C'est le problème de savoir, de connaître la politique qui sera menée, et ça, tous les Français s'en préoccupent. Vos hésitations, la différence de vue que l'on vous prête avec le président de la République, l'absence de ministre de l'Intérieur, le fait que certains ministres soient sur le départ forcé depuis 10 jours. D'ailleurs, je remarque que moins la moitié de votre gouvernement est présent sur les bancs du Sénat. La confusion empêche de parler de l'essentiel, la politique que vous menez. Pourtant, les sujets ne manquent pas. Quelles sont vos réelles intentions pour le pouvoir d'achat, notamment celui des retraités? Quel est le montant réel de la revalorisation de la prime d'activité au niveau du SMIC? Vous avez annoncé 20 € mensuels. Le décret qui vient d'être publié revient à une augmentation réelle de 8 €. Allez-vous bloquer longtemps les salaires des fonctionnaires alors que l'inflation fortement est de retour? Et la même question se pose pour les revenus sociaux. Monsieur le Premier ministre, je ne vais pas allonger la liste. Elle serait longue et elle aurait dû relever d'un débat de politique générale. Retenez seulement cette question. Est-ce que la vie quotidienne des Français, de plus en plus nombreux à ne plus vous croire,
va changer avec votre remaniement? La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Président Kanner, vous avez commencé votre question en évoquant la portée politique que pouvait avoir tel ou tel remaniement et en indiquant, probablement fondé sur une expérience que nous avons tous en tête, qu'aucun remaniement ne pouvait à lui seul changer une donne politique. Je suis persuadé de cette idée depuis longtemps et encore une fois, l'expérience me conduit à vous donner raison, ou plus exactement, l'expérience que vous mentionnez ou que vous avez vécue me conduit à vous donner raison. Vous indiquez que le gouvernement, et je le dis avec beaucoup de simplicité, dans les mêmes termes que le président Kanner a évoqué, dans les mêmes termes. Vous indiquez que notre pays, notre État, doit faire l'objet de directives qui sont claires et de mise en œuvre des politiques publiques qui sont fermes. Vous avez raison, Monsieur le Président. Je partage en tout point cet avis. C'est la raison pour laquelle les ministres sont à leur tâche. Il ne vous a pas échappé, Monsieur Kanner, que les ministres étaient à leur tâche, qu'ils sont ici et qu'ils répondent aux questions. Il ne vous a pas non plus échappé que le Président de la République a décidé de confier au Premier ministre que je suis la responsabilité du ministère de l'Intérieur pendant cette période d'intérim, comme on dit. Je l'exerce pleinement, avec sérieux, en consacrant le temps et l'attention qui sont requis à cette tâche. La situation n'a pas vocation à durer, je vous l'accorde, mais entre-temps, je rencontre l'ensemble des responsables de la sécurité publique, je rencontre l'ensemble des acteurs du ministère de l'Intérieur, car je sais à la fois la sensibilité de la période et l'exigence d'une action ferme et je dirais même très ferme. Monsieur le Président Kanner, le Président de la République a pris des engagements. Ils seront tenus. Et si vous me permettez de le dire de façon triviale, je suis là pour ça. Ils seront tenus en tout point, car nous considérons que, même si on peut être en désaccord avec les engagements qui ont été pris par le Président de la République, c'est votre cas, c'est l'honneur de la politique que de faire en sorte que ces engagements soient tenus dans l'action et que les résultats puissent être probants. Permettez-moi, Monsieur le Président, puisque vous nous avez interrogé sur ce qui change, permettez-moi de vous indiquer que depuis quelques jours, les Français reçoivent leur feuille d'impôt. Et ils voient, Monsieur le Président, que la taxe d'habitation a effectivement baissé pour 80% des contribuables. Sauf, Monsieur Kanner, mais vous le savez parfaitement, lorsque des communes, informées de ce que la mesure s'accompagnait d'un dégrèvement, ont choisi, librement sans doute, de remonter leur taux. Chacun assume ses décisions. Mais 18 millions de Français, Monsieur le Président Kanner, ont vu le montant de leur taxe d'habitation baisser. Voilà des éléments précis, voilà des éléments fermes. Nous allons tenir les engagements qui ont été le Président de la République. Je n'ai aucun état d'âme en la matière et je suis certain que vous n'en avez aucun. Monsieur le Président Kanner. Monsieur le Premier ministre, je ne suis pas convaincu par votre réponse. Et les Français non plus, manifestement, au regard des sondages qui se succèdent. Je pense, Monsieur le Premier ministre, que votre théorie du ruissellement est en train de devenir la théorie du goutte à goutte pour le plus grand nombre de nos concitoyens et que vous ne maîtrisez pas réellement le temps des horloges. Finalement, nous passons au temps des désillusions par rapport au temps des espoirs qui sont les vôtres que vous avez portés. Et vous ne maîtrisez pas la clé qui mériterait d'être remise en route sur cette horloge qui, aujourd'hui, est défaillante manifestement pour notre pays. C'est cela la vérité que reconnaissent aujourd'hui le maximum de nos concitoyens. François-Noël Buffet. Le Sénat a fortement modifié le projet de loi débattu cette semaine et notamment le Sénat a encadré l'extension des pouvoirs du procureur. Pour vous, eh bien, le projet de loi du gouvernement était une atteinte aux libertés ? S'il était resté dans l'état,
dans lequel le texte est arrivé au Sénat, oui, il y avait une question qui pouvait se poser, en tous les cas, d'un déséquilibre sérieux des pouvoirs d'un côté du procureur de la République et des droits de la défense. Nonobstant le fait qu'une personne peut être délinquante, c'est autre chose. Donc nous avons voulu rééquilibrer le dispositif. Il n'y a pas d'opposition, au contraire, à ce que le procureur ait plus de pouvoir, et notamment les techniques d'enquête qui sont issues du monde du renseignement, qui sont extrêmement intrusives. Là-dessus, il n'y a pas de difficulté, nous sommes d'accord. On parle d'écoute, de géolocalisation, etc. De psychiatrie, de tous ces dispositifs, nous sommes d'accord, mais attention, il faut que tout cela soit encadré, tenu, que dans les perquisitions, par exemple dans le cadre de l'enquête préliminaire, nous avons souhaité que l'avocat soit informé, il viendra ou il ne viendra pas, mais il sera informé, voilà. Donc nous n'empêchons pas évidemment, l'enquête de se passer, l'utilisation de ses moyens, nous encadrons pour que les choses se passent de façon équilibrée. Vous avez entendu ce qu'a dit le gouvernement. Pour lui, cela nuit à l'efficacité de l'enquête, cet encadrement que vous avez mis en place. Oui, le gouvernement est assez excessif dans ses propos. Ce qui est regrettable dans cette maison, qui est la maison de la sérénité et du calme. Le propos est pas bienvenu, c'est pas vrai. Nous ne bloquons pas le dispositif, bien au contraire. Nous le faisons fonctionner de façon équilibrée parce que cette maison est la maison de l'équilibre. Hier, Nicole Belloubet a fustigé ce qu'elle a appelé un retour en arrière dangereux sur la question de la pédopornographie sur Internet. Je suis désolé de lui dire qu'elle s'est trompée et que manifestement elle fait une mauvaise interprétation du texte que nous avons voté. Que prévoit le texte que vous avez voté sur ce point précisément? Le texte, il prévoit de pouvoir poursuivre sans difficulté, de façon très intrusive, tout ce qui est échange d'images et d'informations en matière de pédopornographie. Donc au contraire, il est très très bien établi pour lutter contre ce fléau. Il n'y a aucun doute. Je crains qu'elle ait fait une confusion. Alors d'où vient cette confusion? Pourquoi est-ce que la ministre a jugé que en la matière, vous n'étiez pas aussi rigoureux qu'elle? En réalité, le fait d'avoir des échanges d'informations, d'échanger des images, et le fait pour une personne de consulter un site. La consultation d'un site, y compris en domaine terroriste d'ailleurs, n'est pas interdite. La consultation privée, naturellement, personne n'est pas interdite. Elle est immorale, elle est tout ce qu'on veut, mais elle n'est pas interdite. Le Conseil constitutionnel se serait d'ailleurs opposé à ce dispositif. En revanche, c'est l'échange d'informations. Et dès lors que la personne aura un échange d'informations et d'images, évidemment que nous pourrons immédiatement avoir une politique intrusive pour arrêter cette personne. Un mot enfin sur le fait que le Sénat a aussi rejeté la possibilité de porter plainte en ligne en cas d'agression. Pourquoi pour le gouvernement, ça peut être plus simple de porter plainte en ligne? Nous considérons que sur la plainte en ligne, elle doit être dans un premier temps réservée au sujet technique, pour faire simple, mais que les atteintes physiques à la personne doivent être recueillies par un officier de police judiciaire, gendarme ou policier, dans les conditions, j'allais dire, immédiates des choses, parce que c'est vraiment important d'avoir ce contact humain à ce stade, même si on sait qu'il est parfois difficile de dire les choses pour une victime, mais c'est ce que nous avons préféré. Nous rejoignons tout de suite Tam Tranui en salle des conférences. Tam, vous êtes avec Nicole Belloubet. Oui, Nicole Belloubet, nous allons parler ensemble de l'examen du projet de loi justice qui est en cours actuellement au Sénat. Un texte qui a été modifié par les sénateurs qui ont notamment encadré l'extension des pouvoirs du procureur. Ils jugeaient que le texte du gouvernement n'était pas conforme aux libertés dont ils sont les garants. Écoutez, je pense que le gouvernement est également le premier garant des libertés. En tout cas, c'est ainsi que je conçois mon rôle en tant que garde des Sceaux. Je voudrais dire deux choses. Bien sûr, le texte que je propose, le projet de loi que je porte, c'est un projet de loi qui vise à simplifier et à harmoniser les règles qui s'appliquent aux enquêteurs. Parce que l'harmonisation, c'est la simplicité et c'est évidemment la possibilité pour le justiciable d'avoir une justice plus rapide. Gagner en efficacité, c'est aussi une demande de la place Beauvau, par exemple. C'est une demande de la part des enquêteurs et cela retentit sur toute la chaîne pénale, c'est-à-dire à la fois les pouvoirs des enquêteurs, mais également le rôle des procureurs et in fine celui des magistrats. Et cette simplification, c'est le deuxième point sur lequel je voudrais insister, passe nécessairement par une garantie des droits. Dès que nous simplifions le pouvoir des enquêteurs. Prenons par exemple l'extension des pouvoirs qui leur sont donnés de déclencher des écoutes ou de la géolocalisation immédiatement. Des moyens d'utiliser aussi pour le terrorisme. Il y a forcément une autorisation. C'est toujours sur autorisation ou sous le contrôle d'un juge. Toujours. Et par ailleurs, je rappelle, et je ne voudrais pas que les sénateurs l'oublient, je rappelle que les membres du parquet sont des magistrats. Comme les juges du siège, ils n'ont pas les mêmes fonctions, mais ce sont des magistrats. Ils bénéficient donc des garanties qui sont offertes à la magistrature. Donc si vous voulez, j'ai recherché un texte d'équilibre
à la fois l'efficacité de l'enquête, mais toujours la garantie des droits avec. Vous avez également pris l'exemple hier de la pédopornographie sur Internet. Vous avez eu des mots très durs à l'égard des sénateurs. Vous avez dit qu'il y avait un recul dans le texte du Sénat. C'est vrai. Alors je suppose, ou j'espère en tout cas, qu'il y aura un examen plus attentif de cette disposition. Que s'est-il passé? En réalité, nous donnons la possibilité de faire des enquêtes sous pseudonyme. Vous savez, lorsqu'il y a des infractions sur Internet, il faut qu'il y ait des enquêteurs qui, en étant en quelque sorte anonymes, poursuivent ces auteurs d'infractions. Et cyber-infiltration, voilà, cyber-infiltration, cyberpatrouilleurs. Nous n'avons pas souhaité fixer de seuil au déclenchement de ces enquêtes sous pseudonyme, qui se font toujours sur autorisation du parquet. Contrairement aux sénateurs. Nous n'avons pas souhaité fixer de seuil. Les sénateurs, eux, ont souhaité introduire un seuil de 3 ans. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, la poursuite de personnes qui consultent des images pédopornographiques sur Internet, avec l'amendement des sénateurs, ne pourront plus être poursuivis, puisque le seuil est de 2 ans. Or, eux, ils ont fixé un seuil de 3 ans. Donc, je trouve évidemment qu'il y a là une vraie question de responsabilité. J'espère que cela sera corrigé ultérieurement. Je précise que tout à l'heure, le rapporteur François-Noël Buffet nous a dit que c'était une mauvaise interprétation de votre part sur ce texte. Certainement, mais c'est tout de même la réalité. On le voit, vous défendez encore avec beaucoup de virulence votre texte. Dans quel climat travaillez-vous dans ces temps troublés ? Excellent, je travaille dans un excellent climat. D'abord à titre personnel, avec beaucoup de sérénité. Je considère qu'un ministre est à sa tâche, en toute hypothèse. Tant qu'il est ministre, il est à sa tâche, il n'a pas d'autres questions à se poser. Donc beaucoup de sérénité à titre personnel, beaucoup d'attention évidemment dans le dialogue que je conduis avec les sénateurs, car j'ai beaucoup de respect bien sûr pour les assemblées parlementaires et je tiens compte lors de ce premier temps du débat parlementaire, j'entends évidemment avec beaucoup d'intérêt ce qui est dit. Et vous serez à votre tâche la semaine prochaine pour la suite de l'examen du texte? Je ne sais pas, vous en doutez? Eh bien, vous l'espérez en tout cas, j'imagine. Absolument. Merci beaucoup Nicole Belloubet d'avoir répondu à mes questions. Merci. Jean-Marie Bockel, je me tourne vers vous. Vous avez lancé une grande concertation auprès des élus locaux et vous avez eu plus de 17 500 retours. C'est une préoccupation majeure des élus locaux, ce statut de l'élu. C'est une préoccupation très forte qui est en partie d'ailleurs la cause du malaise des élus, de la crise des vocations dont on a beaucoup parlé ces derniers temps et qui est une réalité, même s'il y a d'autres causes comme la complexité des procédures, la baisse des dotations, etc. Mais cette dimension de conditions d'exercice du mandat local, surtout pour des communes plus petites ou moyennes, vient certainement jouer un rôle. Et le questionnaire a été très intéressant. C'est pas un sondage, mais ça concerne tellement de monde que ça, je crois, une valeur. On s'aperçoit qu'il n'y a pas une seule cause. La question des indemnités sur lesquelles vous avez ouvert l'émission est une raison parmi d'autres. Ça n'est pas la plus importante. La question du statut, bien sûr, mais les aspects formation, reconversion, qu'est-ce qu'on fera après? Est-on armé pour exercer un mandat dans un contexte de plus en plus complexe, avec de plus en plus d'enjeux, de technicité, etc. Ou aussi la question très sensible du risque juridique et pénal, et notamment pour des délits non intentionnels. Aujourd'hui, il y a une tendance à vouloir tout personnaliser, alors que dans une commune, il y a également des administrations, des partenaires, etc. Donc, ce qu'on a voulu, nous, c'est partir d'un vrai diagnostic et tout au long de notre travail, nous avons, à travers cette table ronde, associé l'ensemble des associations d'élus locaux, des maires ruraux jusqu'aux grandes villes et aux métropoles, en passant par l'Association des maires de France. Et je crois que cet après-midi, avec le président Larcher, qui était à l'origine de cette démarche, on aura des propositions concrètes. Et on va juste un mot, ces propositions. Monsieur Darnaud parlait tout à l'heure de l'attitude du gouvernement. Il faut quand même dire qu'en accord avec le président du Sénat, nous avons eu, à la fin de nos travaux début juillet, jusqu'à aujourd'hui, une étape de discussion avec le gouvernement et Madame Gourault. On va l'évoquer ensemble justement sur les éventuelles avancées. Marie-Françoise Peyrolle-Dumont, il faut redonner de l'attractivité à ces fonctions d'élu local. Alors vous savez, lorsqu'on a de la fièvre, il y a 2 réponses. Ou on casse le thermomètre et on ne voit plus la fièvre, ou alors on cherche à soigner les causes de la fièvre.
Nous, à la délégation, nous avons voulu faire un travail sérieux et chercher à soigner les causes de ce malaise, de ce mal-être, qui est, comme vient de le dire Jean-Marie Bockel, multifactoriel. Moi, j'étais un peu atterrée l'été dernier d'entendre un député, certes parisien, mais dire que, eh bien, puisqu'il y avait une crise des vocations, eh bien, c'était sans doute que garder les maires des petites communes n'était plus vraiment cohérent avec notre époque. A-t-il dit quelque chose de similaire? Ça me semble une réponse un peu courte à un problème de fond. C'est méconnaître l'importance du rôle des maires, des élus locaux sur notre territoire et sur la grande majeure partie du territoire français, la France ne se résumant pas à Paris. Donc nous avons fait un travail très sérieux, le président vient de le dire, et nous avons un certain nombre de propositions. Nous n'avons pas pu embrasser tout le champ. Il y a par exemple la question des baisses de dotation depuis une dizaine d'années. Il y a la question de la complexification de la réalité du mandat de maire ou d'élu local, singulièrement dans les plus petites communes. La décentralisation qui, à mon sens, a eu des bienfaits. Je suis une décentralisatrice farouche, a pour autant généré un certain nombre de complexités à côté, parce qu'en France, les élus locaux ne sont pas des professionnels. Nous ne sommes pas en Allemagne. Mais ils exercent quelque chose avec professionnalisme. Donc nous avons voulu nous pencher sur toutes ces questions-là et apporter le maximum de réponses. François Bonhomme, sur cette complexité du mandat, donc à la fois attirer des gens qui ne sont pas des professionnels de la politique tout en ayant des compétences, c'est un entre-deux qu'il faut résoudre? Absolument, parce qu'il faut rappeler que voilà, la fonction d'élu, c'est une fonction généraliste. On a tous une trajectoire, mais on a tous un passé différent. Et je pense que tous les élus locaux savent, et surtout mesurent, quand ils sont élus, l'ensemble des tâches qui leur reviennent, l'ensemble des responsabilités qui leur reviennent. Et ce qui est important, effectivement, c'est de se former. Et je vous assure que quand vous êtes à votre premier mandat de maire ou autre, vous mesurez pleinement l'ensemble des connaissances, ne serait-ce qu'en termes de formation que vous devez avoir, et l'ensemble des responsabilités. Je vous assure qu'au fur et à mesure de l'entrée dans le mandat et de l'exercice du mandat, ça produit chez l'élu parfois effectivement de l'inquiétude, et en tout cas, de notre point de vue, une attente forte, de plus en plus forte, liée, comme disait ma collègue, à la complexité de plus en plus forte aussi de la mission, une attente forte en termes de formation, et c'est l'un des points que la commission à délégation a développé. Julien Mouzon, vous dirigez élulocal.fr. Justement, vous êtes en lien avec les femmes élues locales. Quelles sont leurs attentes? Vous dispensez des formations? C'est ça la première attente des élus? Alors nous, on est effectivement le premier réseau national de femmes élues et effectivement, on a une demande très forte des élus locaux, mais j'irai au-delà de la question de la formation. On a une demande finalement de compréhension exacte du périmètre des responsabilités de l'élu local. J'ai apporté le rapport de l'Association des maires de France sur le statut de l'élu. Donc c'est ce document-là, il fait 80 pages. Ça veut dire que c'est votre contrat de travail quand vous arrivez dans un mandat. Et encore, c'est un contrat de travail, enfin, c'est la partie de vos droits qui fait 80 pages. Donc pour s'approprier effectivement le mandat, c'est très compliqué. Vous apprenez par exemple dans ce rapport à la page 10 que si vous êtes élue adjointe dans une commune de 8000 habitants, vous avez un crédit d'heures pour l'exercice de votre mandat de 52 heures et 30 minutes par trimestre. C'est typiquement le genre d'information qu'aucun élu n'a aucune chance de connaître et qui est aussi un frein assez majeur à l'entrée. Exactement, à l'entrée de la société civile dans le mandat local. C'est très réglementé et surtout c'est très complexe. J'espère que les travaux du groupe ont été vers une simplification et une meilleure lisibilité parce que effectivement ça décourage les élus qui ne connaissent pas les dispositifs qui sont à leur portée et ça décourage aussi donc toute la société civile pour s'engager en politique. Alors Jean-Marie Bockel, on vous avait auditionné d'ailleurs et donc on vous a écouté. Absolument. Alors vous avez évoqué les échanges avec l'exécutif sur ce sujet. Justement, Emmanuel Macron s'était engagé l'an dernier lors du Congrès des maires de France à avancer sur ce dossier du statut de l'élu. Je vous propose de l'écouter et on réagit en plateau. Je souhaite par ailleurs que soit engagée avec vous la réflexion indispensable sur le statut de l'élu local pour apporter des réponses concrètes à vos questionnements légitimes sur la responsabilité pénale, sur les protections qui doivent être associées à vos mandats particulièrement exposés. Cela et ces problématiques sont propres aux maires, mais aussi aux exécutifs de toutes les collectivités aujourd'hui. La loi est arrivée à des aberrations qui, sur le plan financier ou des responsabilités, ne permettront plus demain d'attirer tous les talents et tous les engagés à ces fonctions. Jean-Marie Bockel, on a entendu le chef de l'État, c'était il y a bientôt 1 an. Au prochain congrès, il va falloir qu'il y ait des avancées sur ce dossier. Oui, d'ailleurs, peut-être que la première avancée, ce sera de lister nos propositions et de voir les points sur lesquels on peut d'emblée et sans grande dépense apporter des réponses concrètes. Pour être
précis. Madame Gourault, la ministre auprès du ministre de l'Intérieur, qui suit particulièrement les collectivités territoriales, qui est d'ailleurs une ancienne sénatrice, a été désignée pour avancer avec nous pendant l'été, pour voir les points sur lesquels des avancées rapides étaient possibles, après avoir examiné de manière approfondie notre travail. Et donc, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? On a eu d'ailleurs un retour, puisqu'on l'a auditionné en septembre en table ronde. Pour le moment, on a eu une réponse concrète sur l'un ou l'autre aspect du statut social. Et ça n'est pas rien. C'était quelque chose d'attendu, parce que c'est vrai que ce statut social est aussi très complexe, discriminatoire, mais voilà, c'est un tout petit point de départ. Ça montre qu'il y a de la bonne volonté, ça montre qu'il y a une volonté de travailler avec nous, mais nous vérifierons, chemin faisant, que les engagements très forts du président seront mis en œuvre. En tout cas, on le verra tout à l'heure à la conférence de presse autour du président du Sénat, Gérard Larcher. Je pense que s'il est présent à nos côtés, c'est inhabituel, c'est qu'il y a de la part de notre président du Sénat, une grande détermination à accompagner cette démarche. Et au fond, si à un moment donné, il faut des arbitrages au plus haut niveau, le président de la République sait déjà qu'il aura Gérard Larcher comme interlocuteur. Ça montre en tout cas, en ce qui nous concerne, un engagement fort, transpolitique d'ailleurs, transpartisan. On avait, de ce point de vue-là, on a trouvé un consensus entre nous assez fort, il faut bien le dire. Marie-Françoise Perol-Dumont, l'objectif c'est aussi d'arrêter ce flux de plus en plus important de démissions de maires depuis leur élection en 2014. On voit qu'il y a de plus en plus de maires qui abandonnent leurs fonctions face aux difficultés. Vous avez raison, en plus il y a les démissions que l'on voit, les démissions officielles, et il y a les démissions de facto. Ces élus, pas nécessairement les maires, mais les adjoints, les conseillers municipaux, qui ne viennent plus siéger en conseil municipal. Il faut analyser les raisons et puis il faut pallier à ces difficultés. Le fait intercommunal, et nous avions ce matin le lancement de nouveaux travaux de notre délégation sur la cohérence entre fait communal et fait intercommunal. Le fait intercommunal a créé aussi un sentiment de lassitude chez certains élus. Et une perte de pouvoir des maires? Un sentiment de perte de pouvoir qui n'est pas inéluctable. Et je pense que les travaux qu'engage notre délégation apporteront là aussi un certain nombre de réponses et on voit bien la cohérence de cette délégation dans l'approche de ces travaux. Donc il y a des raisons multiples et il faut essayer d'y pallier. Oui, il y a des démissions de fait, oui, il y a des démissions subreptices et il faut les analyser. Mais ça, c'est pendant le mandat. Nous pensons qu'aussi, il faut s'attaquer à l'avant-mandat. Comment solliciter des femmes, des jeunes, des professions qui pour l'heure ne sont pas nécessairement impliquées dans la vie publique, comment les amener à ceci, comment faire en sorte qu'elles aient bien connaissance de tout ce qu'implique un mandat, pour peut-être ensuite pas avoir cette nécessité, ce besoin de démissionner, l'avant-mandat, le pendant-mandat et l'après-mandat avec les reconversions. Donc il me semble qu'il y a eu là une approche extrêmement globale et il serait bien que nous en parlions si vous en êtes d'accord. Julien Mouzon, sur ce sujet justement, on le voit, il y a une nouvelle génération qui arrive en politique, qui n'a pas forcément été élu de longue date. Il y a le non-cumul aussi qui oblige plein de nouveaux élus à s'engager. Finalement, c'est ce renouveau qui cause toutes ces difficultés aussi pour les maires. Je ne pense pas que ce soit le renouveau qui cause les difficultés pour les maires. Je pense que ce qui cause la difficulté pour les maires, c'est une absence, encore une fois, d'une définition très claire de leur responsabilité. Qu'est-ce qu'on attend finalement d'un maire? Et puis un ensemble de choses dans le contexte, comme la baisse des dotations, la suppression de la taxe d'habitation, l'exigence de plus en plus forte aussi des citoyens qui sont habitués à acheter un billet de train en 30 secondes sur leur smartphone et qui veulent que la mairie ait la même réactivité. Donc la problématique et l'affrontement, pour moi, il est là. Et dans la réponse, je trouve qu'il y a une vraie réflexion à avoir finalement sur ce qu'on souhaite pour nos territoires. Marie-Françoise, vous l'évoquiez tout à l'heure, on a des maires qui sont très ruraux dans des communes de 200 habitants. Le mandat d'un élu, d'une maire dans une ville de 200 habitants n'a rien à voir avec celui d'Anne Hidalgo. Donc il y a une vraie réflexion à avoir pour savoir ce qu'on souhaite pour nos territoires. Est-ce qu'on souhaite aller dans un mouvement de concentration, comme c'est le cas actuellement, vers des intercommunalités qui, du coup, ne sont pas élus au suffrage universel direct, mais qui ont la responsabilité de plus en plus de dossiers. Exactement, de plus en plus de dossiers de compétences. Est-ce qu'on souhaite, du coup, ôter, en fait, au village, à la commune, le rôle de proximité que joue aujourd'hui le maire, parce que les maires ont un rôle très fort de médiateur, d'animation du lien social, d'aide sociale, de réponse aux habitants. Donc il y a ce rôle vraiment d'interlocuteur, de guichet de la République.
si on ne souhaite pas l'enlever, dans quelle mesure est-ce qu'il faut le revoir? Est-ce qu'un village de 200 habitants a besoin d'un conseil municipal entier? Est-ce qu'il faut plutôt une mairie déléguée? Est-ce qu'on est plutôt dans du service public? Est-ce qu'on est vraiment dans un rôle politique? C'est tout cet ensemble de questions-là pour moi qu'il faut vraiment réenvisager et examiner pour pouvoir poser ensuite les bases d'un statut de l'élu réformé. Alors vous évoquiez de très nombreuses missions. François Bonhomme, justement, pour effectuer toutes ces missions, est-ce que les maires, finalement, ils ont assez de temps, assez de moyens, une indemnité suffisante pour finalement consacrer leur temps à la commune? Alors, évidemment que non. La première question qu'on se pose quand on est élu, c'est la gestion du temps. Et parce que la charge et la mission est tellement écrasante dans certains cas, avec le problème de la compatibilité avec un emploi salarié ou un emploi de quelque sorte qu'il soit d'ailleurs, ça devient incompatible parfois. Et c'est là qu'on se trouve problématique par rapport à la formation des élus. C'est vrai que la formation, comme disait ma collègue, à l'entrée, c'est l'accès à la fonction d'élu, c'est une vraie question, mais aussi préparer, j'allais dire, sa sortie, parce que tout à l'heure, il était dit que le mandat d'élu, y compris d'élu local, c'est vrai qu'il a tendance à se réduire dans le temps. Donc cette période où on a des responsabilités est assez anxiogène. Est-ce que l'indemnité est suffisante finalement pour rendre attractif? L'indemnité, non seulement elle n'est pas suffisante, c'est clair, parce qu'elle ne compense pas réellement la perte que l'on peut avoir du temps que l'on met à se mettre au service des concitoyens. C'est clair qu'il y a un problème d'indemnité, particulièrement pour les petites communes et les communes rurales, j'allais dire. Bon, évidemment, les grandes villes, vous avez vu qu'il n'y a pas la même crise de vocation pour les grandes villes. En général, là-dessus, il y a quand même une offre. Il y a beaucoup plus de candidats. Mais on va avoir une vraie question. Ça peut paraître pour le grand public un refrain habituel, la crise des vocations. Je suis sûr que sur ce mandat municipal de 2014-2020, on va voir statistiquement qu'il y a vraiment une crise majeure et qui va se traduire évidemment par beaucoup d'inquiétudes, mais si on n'a pas des mesures fortes pour alléger la charge, pour faciliter le mandat dans un temps court, je suis sûr que ça va être une crise de représentation assez majeure. Jean-Marie Bockel, on entend de plus en plus parler des municipales qui arrivent. Il faut répondre à cette question du statut de local avant les prochaines élections municipales pour finalement que le cadre soit bien défini. Oui, mais alors il y a quelques principes qu'il faut affirmer parce qu'il ne faudrait pas que notre débat, ce n'est pas le cas ici autour de cette table, soit réduit à la question d'une augmentation de l'indemnisation. En fait, nous avons réaffirmé le principe du bénévolat parce que la richesse française, la proximité dont vous parliez, c'est environ 500 000 élus locaux dont la plupart ne sont pas indemnisés. Donc il faut préserver cette richesse. Ceux qui le sont n'ont pas le système allemand d'être des professionnels assimilés à des fonctionnaires. Donc à un certain niveau de collectivité, ils ont la possibilité d'y consacrer tout leur temps, bon an, mal an, mais à un niveau intermédiaire, il y a plusieurs questions qui sont posées pour eux. La première des questions, sauf à ce que demain il n'y ait que des retraités, c'est bien qu'il y ait des retraités qui se dévouent, c'est une chance, mais c'est bien aussi qu'il y ait aussi de la diversité, qu'il puisse également y avoir des gens qui sont dans la vie professionnelle de tous âges, et pour cela, la question de la compatibilité avec l'activité professionnelle est essentielle, et même s'il y a quelques règles, comme vous l'avez dit, difficiles à appréhender, là il y a une grande simplification, il y a des améliorations importantes qui sont nécessaires. Et puis après, c'est au vu de tous ces éléments que des ajustements d'indemnisation, par exemple, il ne faut pas que certains élus en soient pour leurs frais, carrément. De déplacement, etc. C'est le cas actuellement, bien entendu, parce que par définition, la plupart des élus, notamment les maires qui sont au plus près, sont extrêmement dévoués, corvéables en permanence. Donc il y a ce sujet. Et puis il y a aussi le sujet de l'inquiétude sur l'après. C'est pas tellement l'inquiétude d'être réélu ou pas réélu. Souvent, dans les petites communes, on est content d'avoir des gens dévoués. Et puis malheureusement, il y a de moins en moins de candidats. C'est l'inquiétude de la mise entre parenthèses totale ou partielle de sa vie professionnelle. Totale quand on n'est pas dans la fonction publique, et même quand on est dans la fonction publique, c'est après un handicap. Quand on revient vers son travail, ce n'est pas le cas dans un certain nombre de pays où c'est mieux organisé. Et quand on est dans des professions privées ou en entreprise, vous voyez le truc. Et donc, on a toute une série de propositions pour permettre aussi à ces élus de valoriser leur expérience, soit pour faire des concours administratifs, soit pour créer leur entreprise, etc. Donc voilà, c'est tout un ensemble, voyez-vous. On a essayé d'être très pragmatique et pas simplement nos indemnités. C'est plus complexe. Marie-Françoise Perol-Dumont, justement, sur ces ruptures de carrière, finalement, quelqu'un qui travaille dans le privé, qui va s'engager, il faut quoi, lui assurer de pouvoir retrouver son poste à la fin d'un mandat ?
dans le privé, il n'est pas possible d'assurer que la personne retrouve son poste. Donc il faut trouver d'autres propositions à lui faire. Par exemple, l'accompagner pour monter sa propre entreprise, imaginer un système de VAE, quelque part, de valorisation des acquis de l'expérience. Parce que, croyez-moi, quand vous êtes maire d'une commune petite ou moyenne, eh bien, vous êtes aux manettes sur tous les sujets. Donc vous avez vraiment acquis une expérience vraiment à 360 degrés. Donc autant que cela soit valorisé, c'est très important. Cette expérience, vous l'acquérez d'autant plus que maintenant, et c'est un autre sujet dont nous n'avons pas parlé, l'État territorial est de plus en plus absent. Depuis, c'est pas nouveau, hein, depuis plus de 10 ans. Petit à petit, eh bien, sous des gouvernements différents et multiples, d'obédiences politiques diverses, il y a eu une raréfaction, un rétrécissement de la présence de l'État territorial. À notre délégation, nous avions d'ailleurs, sous ta présidence, Jean-Marie, travaillé il y a 3 ans sur ce sujet-là, en plaidant pour un État territorial. C'est les maires qui compensent ? Et ce sont les maires qui compensent. Donc nous pensons qu'il faut que l'État assume ses missions, qu'il se recentre aussi sur les territoires. Il y a sans doute des personnes qui sont dans les grands ministères à Paris qui pourraient être très utiles dans les territoires si l'on veut faire des économies à personnel constant. Nous ne demandons pas de créer des nouveaux postes. Ça peut se faire à personnel constant. Donc que l'État assume son rôle, mais parce que les maires, souvent, sont amenés à se substituer. Et ça devient très compliqué parce que nous n'avons pas parlé aussi, mais nous sommes dans une société qui est de plus en plus judiciarisée, avec des concitoyens exigeants qui font des procès pour tout et pour rien. Ouais. Et donc les maires, eh bien, ils n'ont pas nécessairement cette ingénierie aussi juridique à leur disposition. François Bonhomme, est-ce qu'il y a une crise particulière vis-à-vis de ce pouvoir? On dit beaucoup, c'est le président des villes, Emmanuel Macron. Est-ce que finalement, la crise des vocations, ce n'est pas le pendant à ce président qui n'a jamais été élu local? C'était une première fois. Je pense qu'il faut être juste, la crise est plus profonde et plus ancienne. Et plus ancienne que tout cela, c'est vrai. Mais enfin, c'est vrai que quand même, chemin faisant, la vocation d'élu est de plus en plus lourde à assumer. Ça, c'est sûr. Il y a une complexification. Maintenant, il y a le bloc communal aussi qui compte, parce qu'avec la montée en puissance des intercommunalités, il faut avoir une double compétence, une double disponibilité. Et c'est vrai que toute cette accumulation de facteurs fait que la charge, parfois, est très écrasante et certains ont du mal à simplement émerger. Et je crois que vraiment, il faut bien comprendre qu'on a 35 000 élus maires, on en a 500 000, plus de 500 000 municipaux, mais c'est vraiment ce qui fait la démocratie locale. Et le fait communal, que malgré tout, qui demeure, parce que c'est ça, notre organisation politique, elle est quand même très structurée et très fondée sur le fait communal. Ce fait communal, il va demeurer, quoi qu'on en dise et quoi que l'on pense par ailleurs. Et maintenant, il faut lui donner les moyens de pouvoir perdurer. C'est vraiment le véritable enjeu qui nous occupe. Où est-ce qu'ils en sont, les roseaux? Alors tu me disais qu'ils n'étaient pas... Ces roseaux, ce sont un peu les petits de Laurence Harribey. Ce jour-là, la sénatrice socialiste visite la station d'épuration écologique qu'elle a construite lorsqu'elle était maire. Accompagnée par Emmanuel, le responsable du site, et le président du syndicat qui gère l'assainissement des eaux. Il faut venir tous les matins, tous les soirs. En fait, comme c'est de la biologie, ça vit mal les chocs de température, ça n'aime pas le froid. Ça marche bien l'été, c'est des bactéries. L'été, ça marche tout seul. Juste venir contrôler qu'il n'y ait pas un problème électrique. L'assainissement des eaux est actuellement une prérogative des communes ou de syndicats. En 2026, elle passera aux mains des communautés de communes, un transfert qui pose problème. Cette compétence, elle est compliquée du fait du nombre de gestionnaires. Parce que je vous disais que pour l'eau, il y a 17 gestionnaires d'eau sur la communauté de communes, qu'il faudrait regrouper, qu'il faut arriver à fédérer et qui sera très très compliqué. Bonjour. Bonjour. Fédérer les différents gestionnaires, ici en Gironde, le département s'investit pour que la transition se fasse en douceur. Il est nécessaire d'avoir toute cette analyse de ce qu'étaient les pratiques antérieures, de ce que sont les différents patrimoines, de ce que sont les différents modes de gestion, pour arriver à construire des convergences. Donc le rôle du département en l'occurrence, c'est bien à la fois d'accompagner techniquement, c'est aussi à travers une mission qui s'appelle Aménageau, accompagner les collectivités pour cette prise de compétences. Autre compétence, depuis le 1er janvier 2018, les communautés de communes s'occupent de la prévention des inondations, autrement appelée la GEMAPI, comme ici à l'île Saint-Georges, sur les bords de la Garonne, où la sénatrice constate avec le maire et le président de la communauté de communes la montée des eaux. Ici, il y avait une berge de 15 mètres, là, donc il faut imaginer qu'elle était plus loin que le ponton. Ah oui, d'accord. Il y avait même un parcours sportif ici. De ce fait, ça a creusé, et là, on va voir un peu plus loin, ça attaque la digue. Il faut qu'on renforce pour empêcher que les digues cèdent et que l'eau envahisse le village
Parce que là, si l'eau passait, on va jusqu'au bourg. Pour éviter les inondations, il va falloir renforcer 22 km de digues pour un coût total de 10 millions d'euros. Désormais, c'est la communauté de communes qui s'en charge. Tout le monde se posait la question, qui est responsable? L'État, les propriétaires privés, les collectivités. Aujourd'hui, l'État a tranché, il dit c'est les collectivités qui doivent assumer la responsabilité de l'entretien et la réparation des digues. Voilà, donc à nous de le prévoir avec des moyens humains. Nous, on en a mis bien évidemment en place et après des moyens financiers. C'est une communauté de communes qui s'est préoccupée de cette question-là en amont de la loi, puisqu'ils ont la compétence depuis 2014, et qui en plus s'est dotée de moyens avec un ingénieur hydrologue, avec une équipe capable de bâtir une vraie politique de prévention. Si dans cette communauté de communes, les moyens ont été déployés pour répondre aux défis de l'eau, pour beaucoup d'autres communautés, ce transfert de compétences est plus compliqué à mettre en place. Elles sont souvent livrées à elles-mêmes et soumises à des contraintes budgétaires toujours plus fortes. C'est déjà donc la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi.